Bonjour et bienvenue à tous sur ce webcast de présentation des technologies Windows Server 2012 où aujourd'hui on va vous proposer un petit tour d'horizon de ce qui se fait de mieux en matière de nouvelles technologies. Donc on va commencer effectivement avec une grosse brique qui a été très attendue depuis plusieurs années, puisque c'est ce qui va nous permettre de passer devant VMware. Donc effectivement, la virtualisation. On va faire un petit tour sur la virtualisation de présentation à travers du Remote Desktop Service, de la VDI, effectivement la virtualisation de serveurs. On verra aussi comment il va être simple avec Windows Server de gérer l'intégralité de son infrastructure à partir d'un seul et unique serveur, que ça soit pour le déploiement de nouveaux rôles ou tout simplement pour son administration. Et on verra effectivement aussi une nouveauté, le cloud. Voilà, on va voir que Windows Server 2012 a été développé pour s'intégrer de façon transparente avec le cloud. Donc il y a pas mal de synergies entre le cloud et Windows Server. Et puis Windows Server également a été pensé pour permettre de nouveaux scénarios, qu'on va appeler des scénarios de travail flexible, donc pour tout ce qui est travail à distance. Je te propose qu'on voit ça donc plus en détail avec un top 10 un peu des nouvelles fonctionnalités. Alors effectivement, il faut savoir qu'en termes de virtualisation, ça qui va être notre première brique, il va y avoir le support de tout ce qui va être haute densité de virtual machine et le support de NUMA. Support de NUMA, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre d'associer un espace mémoire à un processeur, histoire d'optimiser à 200%, j'allais dire, le trafic interne de la machine pour que toutes les communications se fassent au mieux et qu'on puisse supporter un maximum de VM avec un maximum de performance. On verra également, j'allais dire, Florent, une nouveauté qui est le share nothing. Oui, alors, une nouvelle capacité maintenant de Windows Server 2012, c'est en fait potentiellement la combinaison de la Live Migration telle qu'on la connaissait en 2008 R2 avec un Storage Migration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir migrer une machine virtuelle d'un autre Hyper-V à un autre sans qu'on ait de notion de cluster ou de stockage partagé, dès lors que la machine est reliée en fait physiquement au réseau Ethernet. On refera un petit tour là-dessus, mais effectivement, c'est une grosse nouveauté. C'est vraiment ça qu'il faudra mettre en avant et on aura un slideshow spécial spécifiquement pour cette partie virtualisation. On va également avoir la partie virtualisation de réseau, le Network Virtualization, qui va permettre à tous nos partenaires qui aiment travailler par exemple avec du Cisco, de travailler avec les éditeurs de matériel pour intégrer leur logiciel, pour intégrer leurs add-ons sur nos switches virtuels et pouvoir retrouver une administration, j'allais dire, au top, comme actuellement Cisco est en train de préparer ses add-ons. Et si vous aimez iOS, ce sera le moment d'en profiter. Windows Server 2012 est vraiment votre plateforme. On verra également la partie isolation de réseau, où on va pouvoir faire du multi-tenant, avoir plusieurs réseaux différents sur le même switch et potentiellement du coup avoir la même adresse IP sur différentes machines sans que celle-ci se rende compte, puisqu'on va avoir un pouvoir d'isolation au niveau d'un switch pour isoler les réseaux. Et le réseau maintenant va suivre la configuration d'une machine quand on voudra le déplacer. Et puis une autre fonctionnalité nouvelle cette fois-ci complètement, qui est donc le Hyper-V Replica. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est pensée pour les scénarios de reprise d'activité. Quand vous êtes sinistré sur un site principal, vous allez pouvoir en fait avoir avec Hyper-V Replica un réplica de votre machine qui va se faire de façon périodique, asynchrone, entre deux hôtes qui vont de nouveau n'avoir rien, rien avoir à partager. Il n'y aura pas de notion de stockage partagé ou de cluster. On va simplement répliquer la machine sur une communication toute basique HTTP ou HTTPS pour avoir un peu plus de sécurité et être capable de tester sur la machine de réplication le fait que votre machine est bien répliquée et qu'elle remonte correctement pour justement pouvoir faire des tests de reprise d'activité. On va enchaîner après sur la partie stockage, mais juste pour résumer un petit peu sur ta partie virtualisation avec le Live Migration et le réplica, il n'y a plus besoin de cluster, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir vendre des solutions low cost de réplication et de solutions de haute disponibilité. Effectivement, maintenant on a un certain nombre de nouveaux scénarios qui n'étaient pas permis avant, qui va être maintenant possible pour des plus petites entreprises qui n'avaient pas les moyens de se payer par exemple des matériels de stockage coûteux. Avec réplication de B et tout. Avec réplication de B, c'était ce qu'on faisait avant avec un GeoCluster par exemple. Et là, on va voir qu'on a un certain nombre de nouveautés également sur le protocole SMB qui passe en version 3 et qui va nous permettre, en fait, grâce à un certain nombre d'améliorations, de profiter d'un stockage de commodité ou plutôt dit low cost, puisque maintenant, il va être possible de stocker en fait, les applications dites critiques, donc par exemple une machine virtuelle Hyper-V ou une base de données SQL Server directement sur un partage SMB qui sera lui-même configuré à leur disponibilité. Donc on a une évolution en plus du service File and Storage, donc le service de fichiers, qui va aujourd'hui être... on va pouvoir mettre ce service-là donc en tant que ressource de cluster qui va donc pouvoir basculer. Et on va
grâce à ces nouveautés SMB, pouvoir faire apparaître ce stockage partagé comme s'il était presque local à la machine finalement. D'accord. Donc, performance, simplicité Et économie pour les plus petits. En parlant de tout ça, en parlant de, j'allais dire aussi de simplicité, il y a Windows PowerShell. Windows PowerShell qui est passé en version 3 et qui va nous permettre effectivement d'administrer absolument tout notre réseau. Le déploiement d'applications, le déploiement de rôles, de features, et en gros, que ça soit à partir d'un point centralisé. Mais on va également retrouver une simplicité d'utilisation, c'était ça qui a été critiqué. Maintenant, au niveau de l'interface, lorsqu'on va vouloir par exemple faire une live migration, faire du déplacement de VM, qu'importe, on va faire une manipulation et on va pouvoir exporter toute la configuration sous la forme d'un script PowerShell, qu'on va pouvoir retravailler et qu'on va pouvoir industrialiser si on peut dire. Et si on avait, j'allais dire à l'époque, un petit peu peur de se mettre dans le script, il faut dire qu'on maintenant on a un outil qui va nous permettre d'avoir les snippets qui vont bien, d'avoir une sorte d'assistant, j'allais dire, à la programmation, enfin au scriptage, qui va simplifier, vraiment simplifier l'utilisation de PowerShell tous les jours. Donc si vous aimiez, s'il y a des gens qui aimaient Linux, là je pense qu'ils vont vraiment retrouver l'essence même d'une administration en ligne de commande. Alors, sur Windows Server 2012, c'est aussi de nouveaux usages qui vont apparaître, et notamment l'intégration beaucoup plus fine avec les services cloud, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui partent sur des scénarios dits hybrides, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie de l'application qui va être hébergée chez le client. Et demain, pour pouvoir pallier à de nouveaux besoins en termes de ressources, ça peut être de la puissance machine par exemple, on va avoir certaines applications qui vont être déportées dans le cloud. Et Windows Server 2012 a été développé et conçu en fait en pensant cloud, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de synergies entre Windows Azure et Windows Server qui sont déjà les modèles de développement qui sont communs à ces deux mondes-là. On va avoir des outils de développement similaires avec Visual Studio et Team Foundation Server. On va avoir la capacité également de faire dialoguer nos applications qui sont hébergées dans notre data center privé avec des applications ou des bases de données qui seraient dans le cloud. Ça va pouvoir se faire au travers de deux services fournis par Windows Azure. On a Windows Azure Service Connect, qui est une sorte en fait quelque part de VPN pour vulgariser le service, qui va nous permettre de faire cette communication entre le on-premise et le cloud. Et puis on va pouvoir avoir une communication qui va être plutôt au niveau de la couche applicative, donc là en utilisant l'Enterprise Service Bus. Donc c'est vraiment là où la notion de serveur hybride prend tout son sens. Exactement. Et puis tous les investissements qui vont pouvoir être réalisés dans le data center en termes de création par exemple de machines virtuelles, on va pouvoir capitaliser dessus puisque c'est un format que l'on va pouvoir déplacer au travers par exemple de solutions comme System Center App Controller de façon transparente vers un cloud public Windows Azure. Mais ça clairement au niveau de la concurrence, on est les seuls aujourd'hui à avoir effectivement cette chaîne de bout en bout qui nous permet d'avoir une gestion cloud privé, cloud public et un déplacement de ressources entre ces deux mondes-là. C'est magnifique. Et en parlant de ça, peut-être que au-delà du fait que toutes ces machines virtuelles et ces réseaux virtuels vont nous permettre de faire du multitenant si je veux faire de l'hébergement, il faut savoir que au niveau de la plateforme web, au niveau d'IIS, on est passé en version 8 et maintenant on va avoir la possibilité de faire du multitenant. Donc il va y avoir une vraie isolation entre les différentes ressources qu'on va mettre à disposition et on va avoir un support, j'allais dire, d'une haute densité également puisqu'on va supporter, IIS va directement pouvoir travailler avec la partie NUMA, l'architecture NUMA, donc comme je le disais, l'association mémoire, processeur pour aller plus vite. On va également au niveau de la partie web, donc au niveau de ce IS8, avoir une nouveauté au niveau du Certificate Store. Donc à l'époque où on va prendre on va générer un certificat et on va s'amuser à le déployer sur les différents sites web et potentiellement sur notre UAG pour justement avoir potentiellement du pontage SSL où j'ai du cryptage qui vient jusqu'au serveur. Le serveur va décrypter avec l'aide de son petit certificat, ça recrypte derrière. En fait, notre ami le certificat, fallait le déployer, l'exporter et l'importer partout avec sa clé privée. Maintenant, Certificate Store, je le génère, je le mets dans le Certificate Store. Tous les serveurs qui sont liés à ce Certificate Store vont pouvoir le récupérer. Simplicité, rapidité, administration simplifiée. On va également avoir une autre chose, qui est une bonne nouvelle pour les admins réseau. Lorsqu'on voulait avoir des sites web en HTTPS, Florent, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais il fallait effectivement avoir un binding d'un certificat à une adresse IP. Et donc du coup, si tu avais plusieurs sites en HTTPS, c'était potentiellement plusieurs certificats avec plusieurs adresses IP différentes. Aujourd'hui, on va supporter le fait de pouvoir travailler avec des host headers différents, des noms d'hôtes différents, ce qui n'était pas possible, sur la même adresse IP avec potentiellement le même certificat.
Donc ça aussi, grosse nouveauté, simplification. Voilà, et puis pour terminer sur ce tour d'horizon des grandes fonctionnalités Windows Server 2012, c'est aussi un certain nombre d'améliorations pour prendre en compte les nouveaux styles de travail, hein, les nouveaux usages. On est de plus en plus aujourd'hui dans des situations de nomadisme où on est amené à travailler en déplacement, que ce soit à l'aéroport, dans des hôtels ou ailleurs. Et on va avoir un certain nombre de simplifications pour les scénarios de remoting. Donc on va avoir déjà des simplifications sur la partie Remote Desktop Services, donc anciennement Terminal Server, hein, les services de bureau à distance, qui sont donc une virtualisation du poste de travail, une dématérialisation du poste de travail. Et dans les simplifications, on va avoir des assistants déjà qui vont nous faciliter la mise en œuvre d'environnements hautement disponibles. On va avoir aussi pas mal de nouvelles améliorations intéressantes pour fluidifier et améliorer la qualité de l'expérience utilisateur, avec notamment le Remote FX Adaptive Graphique, qui est en fait une fonctionnalité dans laquelle on va maintenant pouvoir charger plusieurs codecs dans la session de bureau à distance et encoder en fonction du type de contenu qu'on va visualiser, que ce soit du texte, des images ou de la vidéo. On va pouvoir utiliser le meilleur codec pour compresser au maximum effectivement le contenu et utiliser le moins de bandes passantes possible. Et ça, c'est une nouveauté puisque dans les précédentes versions, on embarquait seulement le meilleur codec disponible dans la session, qui était négocié entre votre version du client RDP et puis la version RDP qui était sur le serveur. Aujourd'hui, on a plusieurs codecs donc, pour fournir une meilleure expérience utilisateur. Parfait. On va avoir en termes de nouveautés également dans cette partie New Work Style, le Dynamic Access Control, donc le DAC, qui va en fait nous permettre de faire la chose suivante. Si on avait de la sécurité qui a été appliquée à un répertoire, tous les fichiers qui étaient en dessous, potentiellement hérités ou héritaient pas, très bien, mais si je déplaçais ces fichiers dans un autre répertoire, si ça héritait, ça reprenait la sécurité de dessus, donc si tout le monde avait le droit, on pouvait passer d'un état complètement confidentiel à une erreur de manipulation qui font passer les fichiers dans un état public, si je puis dire. Avec le DAC, en fait, on va, taguer les fichiers, et sur ces tags, on va pouvoir associer de la sécurité. Donc un tag poursuit un document, la sécurité poursuit le tag, donc la sécurité poursuit le document. Ça veut dire que qu'importe où est le document au niveau du serveur, la sécurité va continuer à s'appliquer. Et on va pouvoir aller plus loin rapidement avec ADRMS, Active Directory Write Management Services. À partir du moment où le document va sortir du serveur, on va pouvoir continuer à appliquer des droits sur ce document. Pour qu'une personne, si admettons j'envoie ce document à la concurrence, en fait c'est les droits qui étaient anciennement appliqués sur le serveur qui vont continuer à s'appliquer. Donc si la personne qui reçoit le document n'était pas dans l'Active Directory, potentiellement elle n'aura pas le droit de l'ouvrir. Et là on peut toujours forcer, ça n'a jamais encore été cassé. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur les différentes briques, les 4 grands piliers de Windows Server 2012. Mais on avait envie de vous faire une petite démonstration, Florent, justement sur la montée en charge d'Hyper-V. Et oui, on ne pouvait pas quand même ne pas présenter des chiffres, même si effectivement on ne veut pas forcément s'enfermer dans des guerres de chapelle, mais pour quand même rapidement vous présenter les grandes évolutions et vous montrer le travail qui a été fait sur la partie virtualisation entre 2008 R2 et 2012. Quelques chiffres tout de suite qui vont parler. Déjà en termes de nombre de supports de virtual processeurs par machine virtuelle, on est passé de 4 processeurs virtuels à 64, donc facteur d'amélioration de 16. On va avoir un support de 1 Tera de mémoire par machine virtuelle. En termes de disque dur, une grosse nouveauté puisqu'on introduit maintenant un nouveau format de disque dur virtuel qui est le VHDX, qui nous permet déjà d'avoir une capacité maximale en termes de taille bien supérieure, puisqu'on va pouvoir avoir jusqu'à 60 des disques durs virtuels jusqu'à 64 Tera. Et en plus, ce format-là va introduire une résilience, c'est-à-dire une structure de contrôle pour éviter justement les corruptions et assurer une pérennité du VHDX. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à dire au niveau de ces performances qui, j'allais dire, quelque part, font... on passe au-dessus de VMware au niveau de... Oui, alors effectivement, on a un certain nombre de points où on va être meilleur que VMware. En termes de densité également, un des gros avantages aujourd'hui est l'évolution du nombre de nœuds par cluster, puisqu'on va passer d'un support qui était de 16 nœuds en 2008 R2 à 64 nœuds en 2012, pour un support total de 4000 VM. Donc vous voyez, quand même, on voit qu'on a un certain nombre de facteurs d'amélioration importants. Donc ce qu'on peut retenir sur ces aspects-là, c'est que potentiellement on a une plateforme qui est meilleure que la partie VMware et qui pour autant est moins chère. Moins cher puisque toutes ces fonctionnalités sont directement intégrées dans Windows Server. Dans la licence Windows Server. Je
Je te propose maintenant de faire un petit point donc, sur une des quand même grosses nouveautés. Hein. On l'a vu, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais maintenant peut-être le voir en image. La Live Migration et le Storage Migration, chose qu'on ne faisait pas avant. En 2008 R2, on faisait simplement, j'allais dire, la Live Migration de l'état mémoire. Maintenant, on va pouvoir aussi faire la partie stockage. Et oui, alors ce qu'on va regarder aussi, c'est un peu cette console Hyper-V. Donc voilà, on est sur le gestionnaire Hyper-V 3. On a une machine qu'on va déplacer. Donc on va faire une migration complète de la machine, état mémoire, état processeur plus disque. Donc on va faire un Chernobyl Migration. Alors on va le faire de façon vraiment très simple, vous allez voir. C'est un clic droit sur la machine, on va choisir l'option déplacer. Je veux déplacer mon ordinateur virtuel. Je spécifie mon hôte de destination. Je rappelle qu'il n'y a pas de notion de cluster, hein, ce sont des hôtes indépendants, simplement reliés en termes de potentiellement, réseau. ils n'ont même pas du tout la même configuration. Ils n'ont pas forcément la même configuration. D'accord, ici, plus dans tous ces tests de validation de cluster. Voilà, là on est vraiment sans stockage partagé, hein, c'est des hôtes indépendants, hein, retenez bien ça. L'assistant me propose ici plusieurs options, donc je peux déplacer complètement mon ordinateur virtuel, donc données plus état mémoire, état CPU. Je pourrais simplement déplacer le disque virtuel de l'ordinateur, donc faire un storage migration, ou déplacer l'ordinateur virtuel uniquement, donc l'ex en fait Live Migration, hein, qu'on avait en 2008 R2. Donc une petite chose pour ceux qui ne connaissaient pas potentiellement, tout ça, le déplacement du stockage, le déplacement de l'état mémoire, ou bien les deux en même temps, ne provoque pas de downtime. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir continuer à travailler. Tout se fait effectivement avec un downtime nul, donc on n'a vraiment aucune sensation que la machine finalement s'est déplacée. Donc après, très simple, basiquement, je finis en spécifiant l'emplacement de destination vers où je vais envoyer ma machine, j'ai un résumé, et puis terminé pour amorcer la procédure. D'accord, parfait. On va parler un petit peu aussi de nouvelles capacités liées au hardware offloading. Alors le hardware offloading, effectivement, le but est ici de décharger au maximum le processeur de la machine pour que, j'allais dire, ça soit un petit peu exporté, externalisé à un processeur qui serait sur la carte réseau. Voilà, on va décharger un certain nombre de traitements sur la carte réseau. Alors évidemment, il faut que votre carte réseau soit compatible. Et on va retrouver en fait des nouveautés maintenant au niveau de la carte réseau virtuelle, hein, qui est dans les propriétés de votre machine virtuelle. Et ces propriétés, elles sont là. Donc on a premièrement la file d'attente, le VMQ. VMQ qui va permettre en fait de décharger un certain nombre de traitements de routage réseau. Donc au final, on va avoir tout ce qui est overhead réseau qui va être réduit puisque c'est la carte réseau qui va prendre en charge ces traitements-là. Ce qui décharge donc pour les machines qui auraient un workload réseau assez intensif, décharge donc le processeur physique et le fait traiter par la carte réseau. On va avoir des choses assez similaires après pour tout ce qui est gestion du cryptage et IPsec. On va pouvoir décharger par exemple tous les traitements de décryptage, encryptage des flux. Je voulais faire tout à l'heure avec mon certificat sur mon UAG où il récupère le cryptage. Donc là, c'est la carte réseau qui potentiellement travaillerait et qui recrypte derrière sur une autre carte réseau. Par exemple, donc à partir du moment où votre carte réseau a ce petit processeur intégré, on va pouvoir cocher ce genre de fonction. Et puis la virtualisation de carte réseau également avec le SR-IOV. L'idée là étant en fait de virtualiser une carte réseau et de présenter à chaque machine virtuelle un port dédié et en fait au final ça va nous permettre d'avoir une communication quasiment directe avec le périphérique réseau, ce qui limite les changements de contexte utilisateur noyau et qui accruera encore les performances. Eh bien, merci Florent. Maintenant je te propose qu'on passe un petit peu à une vue de ce qu'on peut avoir au niveau du serveur manager. On parlait de simplification au niveau de l'administration. On peut voir ici effectivement qu'on va pouvoir centraliser tous les services de notre infrastructure, où là on va voir que j'ai deux serveurs qui font du file share, du storage, et je vais pouvoir de manière centralisée voir l'état de mon service fichier, si je puis dire, au global, que j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5 serveurs, ou même plus. Ouais, donc on voit effectivement la nouvelle console de serveur manager avec le dashboard, ce tableau de bord où je retrouve des propriétés assez connues, les hostnames, l'activation des bureaux à distance. Et je vais pouvoir remonter également tous les problèmes de mon entreprise. Bon, je remonte rapidement sur le premier slide. Là, on voit les événements, les services, l'état de la performance et passer du Best Practice Analyzer pour justement garder au top notre infrastructure. Quelque part, on a un monitoring basique qui est maintenant intégré, qui nous permet de rapidement en fait, avoir l'état de santé du parc. Voilà. Là, je vais avoir donc une vue centralisée, pas besoin de me déplacer sur chacun de mes serveurs pour voir les event viewers. Je vois directement au niveau d'une console centralisée l'intégralité des events qui sont remontés par les différents serveurs qui proposent ce service. Et là, je n'ai pas à me déplacer. Fini les MSTC dans tous les sens. Je me positionne simplement sur un seul et même serveur et je vais pouvoir avoir un résumé de l'actualité de mon infrastructure.
Oui, ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle version de Windows Server 2012 et cette administration centralisée, c'est vraiment un agrégat du parc pour vraiment rendre l'effort administratif beaucoup plus simple et moins rébarbatif qu'auparavant. Et donc on retrouve sur le côté une gestion après par rôle qui nous permet tout de suite de voir les différents rôles installés pour les serveurs présents dans l'infrastructure. Eh bien parfait. Donc là, je te propose maintenant qu'on fasse un petit tour sur Hyper-V Replica. Hyper-V Replica, hein, histoire de le voir un petit peu plus rapidement en profondeur. Donc la possibilité, c'est une possibilité qui donne de nouveaux scénarios aux entreprises. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répliquer l'intégralité de son infrastructure sur un autre site, que ça soit géographique ou même du local, où on va pouvoir retrouver l'intégralité de notre infrastructure et en cas de sinistre chez nous, potentiellement relancer toutes ces infrastructures distantes. C'est des scénarios qui vont être sympathiques et également pour des cas de test, hein, si j'ai envie de tester des nouveaux updates ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire et je te propose de nous l'expliquer. Oui, tout à fait. C'était une fonction qui auparavant en fait nécessitait la mise en place d'un GeoCluster. Alors GeoCluster, ça nécessitait quoi? Déjà une infrastructure logicielle qu'on montait donc au travers de Windows Server. Et on avait besoin également d'une réplication hardware, donc typiquement un CDB avec un lien qui est assez coûteux souvent pour avoir cette réplication synchrone entre les deux sites, pour pouvoir repartir très rapidement sur le site de secours si on est complètement sinistré sur notre data center primaire. Donc ce genre d'architecture, c'était pas forcément à la portée de tout le monde, puisque financièrement, il y avait un coût relativement important. Aujourd'hui, avec Hyper-V Replica, on va pouvoir se contenter de stockage, encore une fois, de commodité. Ça peut être du stockage attaché directement à la machine ou dans le stockage interne. Et puis, simplement avec les fonctions de base d'Hyper-V, donc avec des serveurs, on va activer une réplication, donc comme on peut le voir là sur le slide, de façon très simple. Clic droit sur la machine, activer la réplication. Je vais choisir mon partenaire de réplication, SRVOS 2. Je précise ici les paramètres pour me connecter à cette machine. Donc on va faire une connexion en HTTP classique. Les disques durs virtuels que je vais répliquer. L'historique de réplica, donc le nombre de points de récupération dont je vais pouvoir finalement auquel je vais pouvoir revenir dans le temps. Et puis la méthode de réplication initiale, donc est-ce que j'envoie le réplica initial via le réseau, ou alors si je sais que j'ai des liens un petit peu faibles, je vais pouvoir mettre le réplica initial sur un support externe, l'amener sur le site de secours et ensuite la réplication va s'activer par différentiel. Un petit résumé. Et la mise en œuvre du réplica est finie. Relativement simple pour un scénario disaster recovery qui n'était pas possible avant pour des PME. Ou comme je te le disais tout à l'heure, la possibilité de réactiver son réplica et de le réactiver dans un environnement complètement cloisonné, isolé, afin de pouvoir y faire des tests. Exactement. Fonction également de base d'Hyper-V que vous retrouvez dans la console. Donc faire un test de failover finalement qui remonte la VM et on s'assure que tous les applicatifs fonctionnent bien. Je te propose maintenant, tout simplement pour finir, les avantages des TPE et des PME avec un Windows Server 2012. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Je te propose de commencer avec ton stockage. Voilà, donc on a ici un petit résumé des gros avantages qui vont être amenés maintenant pour les PME, TPE. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'y revenir un petit peu, la partie SMB3, donc qui apporte maintenant, grâce au multi-channel et au SMB Direct Access, des capacités en fait, qui font que le stockage, même sur un simple partage, va quasiment apparaître local à la machine hôte. Donc si on souhaite héberger une VM sur un file share, on va pouvoir le faire. On va avoir un certain nombre aussi de fonctionnalités au niveau du réseau, avec notamment le NIC Teaming. Ça, c'était quelque chose avant où on se reposait finalement sur les drivers que fournissaient les constructeurs, et ce n'était pas quelque chose qui était supporté par nos services. Souvent, ce qui se passait, c'est que vous activiez le teaming, il y avait un problème de fonctionnement, on ouvrait un appel au support, et puis à ce moment-là, on désactivait le teaming, ça remarchait, et puis on renvoyait la balle au constructeur. Et c'était souvent pour le plus grand bonheur des clients. Ça se passait très bien chez Microsoft. Voilà, on n'a jamais eu de problème de teaming. Donc maintenant, on a dit, OK, on va prendre les choses en main. Le teaming, c'est une fonction qui est nativement intégrée. Donc vous faites votre teaming depuis Windows Server de façon très simple. Vous sélectionnez vos cartes qui doivent participer au team. Clic droit, créer un teaming. Et puis, vous avez votre nouvelle carte réseau qui représente le team. Les fonctionnalités qu'on a vues donc, au niveau de la virtualisation, l'Hyper-V Replica et le Share Nothing qui permettent maintenant de s'affranchir du stockage, on va être agnostique et on va pouvoir avoir des infrastructures hautement disponibles à moindre coût. Et puis un certain nombre aussi d'améliorations sur le remote desktop. Sur le remote desktop avec, on l'a vu tout à l'heure, l'amélioration de l'expérience utilisateur.
Ouais. On a aussi un certain nombre d'améliorations sur les connexions depuis le réseau WAN. Souvent, quand on est à distance, par exemple en 3G, où on n'a pas une bande passante extraordinaire, on peut avoir souvent à régler les paramètres pour que l'expérience soit plus fluide en dégradant quelque part la qualité de l'affichage. Maintenant, avec la nouvelle version RDP 8, on va pouvoir travailler avec de l'UDP en lieu et place de TCP, donc UDP qui est plus léger à transporter puisque moins de contrôle d'acquittement, et ce qui nous permet d'avoir une expérience de navigation plus fluide. D'accord, mais on va également apporter de souvenirs tout ce qui est remote fixe à travers le WAN, ce qui n'était pas supporté avant. Donc meilleure expérience utilisateur, le graphisme, les accès directs à la carte GPU, tout ça. Une dernière petite chose, c'est Windows 8, le touch. Donc on va supporter avec le remote desktop service maintenant le multi-touch. Ce qui est une chose, j'allais dire, relativement sexy à partir du moment où on va pouvoir envisager des scénarios. Imaginez, je suis en magasin, par exemple un Ikea ou quelque chose comme ça, où j'ai tous mes postes sont en remote desktop, là je vais pouvoir fournir des tablettes tactiles et mes utilisateurs vont être en remote desktop et avoir une expérience tactile comme s'ils étaient sur leur tablette. Un mot aussi concernant toujours le nomadisme, c'est Direct Access. Alors Direct Access, pourquoi? Pour les TPE, PME. C'est vrai qu'à une époque, ça a été vu comme une solution très compliquée par rapport aux prérequis, j'ai besoin de 2 adresses IPv4 ou autre. En 2012, ça s'est énormément simplifié. La mise en œuvre de Direct Access ne nécessite plus forcément tous les prérequis qu'on avait avant, plus forcément besoin de 2 adresses IPv4 consécutives. On peut mettre Direct Access derrière un NAT, derrière un simple device NAT, et l'assistant de mise en œuvre, c'est vraiment simplifié, donc ça va pouvoir devenir une solution réellement adaptable pour des PME. Voilà, pour le petit résumé, pour ceux qui ne connaissaient pas, le Direct Access, c'est comme du VPN, vous voyez un petit peu ça comme ça, sauf qu'en lieu et place de se connecter, lancer le VPN et accéder à son infrastructure à son bon vouloir, le Direct Access, on va pouvoir faire en sorte qu'il force la connexion et qu'à partir du moment où on va avoir ouvert son ordinateur, que l'ordinateur va être allumé, l'ordinateur va être connecté au réseau, on va pouvoir se loguer dessus et accéder directement, j'allais dire, à notre infrastructure. Ceci, juste un petit prérequis, c'est important pour tous ceux qui voudraient se lancer là-dedans. Si vous devez le conseiller à vos clients, il vous faut quoi? Il vous faut du Windows Server 2012, potentiellement du 2002, sachant que 2012 apporte énormément de simplicité dans la mise en place, et du Windows 8 si vous voulez profiter de ces simplicités. Sinon, ça sera aussi également fonctionnel avec du Windows 7. Pensez juste que Windows 8 et Windows 7, c'est quoi? C'est du version Enterprise et potentiellement sur 7 Ultimate également. Voilà, puis on a quelques améliorations après encore au niveau hardware également, puisque Windows Server va être capable de discuter maintenant avec les sous-systèmes IODB pourvu qu'elle supporte l'ODX, donc un certain nombre de traitements qui est offloadé à l'AB. Ouais, une dernière petite chose qu'on a oublié sur le slide, c'est juste la partie cluster aware qui est relativement sexy également. Si admettons, imaginez vous aviez une ferme avec 8 serveurs dans un cluster, vous n'allez pas vous amuser à passer sur le premier serveur, faire les mises à jour, on va vous demander de redémarrer potentiellement, il faudra bouger les ressources sur un autre serveur, je vais devoir redémarrer, donc du coup après je vais passer sur le second serveur, redéplacer les ressources et ainsi de suite pour libérer la machine en cours. Là, avec Cluster Aware Updating, on va pouvoir mettre à jour automatiquement tous les serveurs d'une ferme. Le premier va se mettre à jour, va déplacer ses ressources, va se mettre à jour, va s'éteindre, redémarrer, revenir, on va remettre les ressources dessus et on va passer au deuxième. Et tout ça de manière complètement automatique et transparente. Simplification. C'était une chose relativement ardue à l'époque. Est-ce que tu veux finir sur un aspect au niveau de ce slide? Puis après, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, effectivement, voilà, c'est qu'on a aujourd'hui, avec Windows Server 2012, beaucoup de scénarios qui avant n'étaient pas possibles pour les TPE, PME, et qui sont maintenant rendus possibles, alors principalement grâce aux nouveautés en termes sur le stockage, et puis aux fonctionnalités évidemment d'Hyper-V qui sont beaucoup plus malléables et extensibles. Florent, merci beaucoup. Merci à toi pour cette belle présentation. Je te propose de tout simplement conclure sur un formidable numéro de téléphone. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, si vous avez des projets clients dont vous souhaitez discuter avec nous, vous pouvez toujours nous contacter au niveau du service avant-vente, donc au 09 70 01 90 90, code d'accès 015 50. Et puis nous retrouver également sur notre nouveau réseau social d'entreprise. Donc Yammer, où vous êtes en train de voir la vidéo, où vous pouvez poser vos questions et on reste à l'écoute pour pouvoir répondre à toutes vos prochaines interrogations. Privilégiez le téléphone, on sera toujours à votre disposition. Et Yammer, le côté fun du social network, on est là, restez connectés. Merci, à bientôt. À bientôt.